Bonjour et bienvenue pour notre nouveau talk vidéo consacré à la résilience du patrimoine culturel. Alors avant de démarrer le sujet, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter, c'est encore la saison, tous mes voeux pour 2019, donc aux auditeurs de notre talk. Alors, la résilience du patrimoine culturel, c'est certes un sujet de spécialiste, mais ô combien important, puisque l'on sait que lorsqu'on regarde d'une part la symbolique de la symbolique de notre héritage culturel, notamment en Europe et en France, et d'autre part le poids économique que représente le secteur de la culture et du tourisme. Je rappelle qu'en France, nous avons plus de 1200 musées, 1300 lieux d'exposition, 83 millions de visiteurs internationaux chaque année, 2,4 milliards de dépenses touristiques, et rien que pour prendre le Louvre, 7 millions de visiteurs. Donc ça vous donne une idée de l'importance de ce secteur. Alors, la protection de nos biens culturels, c'est donc une affaire importante, car non seulement elle représente souvent des trésors uniques, non déplicables par nature, mais aussi parce qu'on le sait, c'est un facteur extrêmement important de catharsis lorsqu'il se produit une catastrophe et que les populations ont besoin de se rassembler et de faire, je dirais, leur deuil et de passer à autre chose. Et donc on a remarqué, notamment dans un grand nombre de pays, que cet aspect d'héritage culturel était extrêmement important pour passer à autre chose après une catastrophe. Alors, lorsque l'on parle des risques qui pèsent sur les biens culturels, il y a bien évidemment les risques traditionnels, tels que l'incendie, le vol, les dommages de toute nature, mais il y a aussi le désastre, la catastrophe, que celle-ci soit prévisible ou non. Je pense à l'inondation, au séisme, mais aussi aux risques technologiques, dont certains peuvent également toucher les infrastructures et les bâtiments, comme le risque radiologique. Donc une très large palette de risques et de menaces. Comment se préparer lorsqu'on est opérateur de bâtiments historiques? A priori, on n'est pas vraiment formé pour ça, on en parlera. Comment faire face lorsqu'une catastrophe se produit pour essayer de sauver ce patrimoine? Comment ensuite restaurer, éventuellement reprendre, sauver un patrimoine endommagé? C'est à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre pendant notre heure de talk. Alors, une heure, vous savez, c'est long et court à la fois. Donc, je demande à nos auditeurs de ne pas hésiter à intervenir auprès de Delphine, qui est là, qui est notre médiatrice aujourd'hui, pour donc poser vos questions. Vous pouvez même, vous le savez, intervenir en direct dans ce talk si vous avez une webcam. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Et donc, vous levez la petite main électronique sur le logiciel qui vous permettra de prendre la parole. Elle se mettra en contact avec vous par chat. Et donc, vous pourrez ainsi soit poser la question, soit intervenir. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos invités. À ma droite, Françoise Collange, qui est directrice de la communication de l'association du Comité français du bouclier bleu. Alors, vous parlerez aussi du Comité bleu international, mais qui a également une activité dans ce domaine, puisque vous êtes historienne de l'horlogerie, consultante en conservation et restauratrice de collections mécaniques et horlogères. Donc, merci d'être là avec nous. Et puis, à ma gauche, monsieur Giovanni Boccardi, qui est chef de l'unité de la préparation et des réponses aux situations d'urgence dans le secteur de la culture à l'UNESCO. Alors, vous travaillez dans ce domaine à l'UNESCO depuis un grand nombre d'années. Vous êtes diplômé en architecture de l'Université de Rome. Vous avez également obtenu une maîtrise en environnement bâti à l'University College de Londres. Et puis, vous avez travaillé à l'UNESCO dans différents postes, aussi bien sur le terrain, Ouzbékistan, Jordanie, mais aussi au siège. Vous avez occupé plusieurs postes. Donc, vous êtes un spécialiste de cette résilience du patrimoine mondial. Et on pourra peut-être aussi un peu sortir de France pour voir un petit peu comment ça se passe ailleurs. Alors, je dois vous avouer qu'on a également invité beaucoup d'organisations françaises, y compris des organisations étatiques ou opérationnelles, mais alors je ne sais pas pourquoi ce sujet doit être un petit peu délicat, puisque tout le monde a décliné. Alors, le ministère de la Culture en premier, au niveau du haut fonctionnaire de défense, mais aussi de nombreux services d'incendie et de secours et de grands établissements culturels français. Alors, ça voudrait dire qu'on est mal préparé, qu'on ne veut pas en parler, je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra, peut-être que le débat permettra d'apporter une première réponse. Alors, j'ai tout d'abord une première question pour lancer ce débat, pour M. Boccardi. Justement, finalement, ce thème, même si on en cerne bien les enjeux et l'impact que cela peut avoir lorsqu'il y a une destruction
d'une œuvre culturelle majeure ou d'une œuvre historique majeure dans le monde. On se souvient notamment en Syrie des destructions opérées par les djihadistes. En temps normal, est-ce pas un petit peu la dernière roue du carrosse dont personne ne s'occupe? Oui, c'est vrai que effectivement, ce n'est pas un sujet très populaire. Et pour des raisons politiques, parfois, on n'aime pas, disons, réfléchir à des éventualités, disons, catastrophiques. On n'aime pas être le porteur d'une mauvaise nouvelle. Et aussi, les gestionnaires du patrimoine, normalement, sont toujours surchargés par les priorités du jour, non, par les menaces qui sont visibles par la pression liée au financement, au tourisme. Donc, ce genre de problèmes qui ne sont pas apparents tout le jour restent un peu dans l'ombre. Après, ça dépend beaucoup de pays à pays et de personne à personne. Mais nous aussi, on a constaté qu'il y a une sorte de... comment dire en français, reluctance pour disons, faire face à ce genre de choses, parfois même culturelles. Il y a par exemple une sorte de superstition. Il ne faut pas évoquer la catastrophe non, pour ne de pas... peur qu'elle pourrait se produire. De peur qu'on réveille le mauvais esprit. Non, mais c'est un vrai sujet parce qu'on voit bien l'impact économique qui est majeur pour les pays aujourd'hui. L'attractivité des pays, c'est aussi le patrimoine culturel. Donc comment expliquer cela? C'est une sensibilité politique qui manque? Disons que le domaine, disons, le secteur de la préparation au risque est un secteur très important qui concerne les infrastructures, les services, les écoles, les hôpitaux, les routes. Mais le patrimoine culturel est resté un peu à l'écart de tout ça. Il n'y a jamais eu vraiment de lien entre ceux qui s'occupent des catastrophes, de la prévention, et ceux qui s'occupent du patrimoine. Donc, ce n'est pas encore un véritable sujet. Mais comme vous le dites, ça devrait l'être parce que, comme l'expérience le démontre, restaurer après les coups quand c'est possible, ce n'est pas toujours possible, même quand il est possible, ça coûte énormément plus que d'investir dans la prévention. Donc, effectivement, c'est toute la bataille de l'UNESCO aussi, de sensibiliser les pays sur ce thème. Alors, justement, donc, on va parler un petit peu de ce que fait le bouclier bleu. Donc, dites-nous un petit peu, justement, c'est votre rôle, là, au bouclier bleu, de sensibiliser un petit peu sur ces questions-là l'ensemble des acteurs français, je dirais. Alors, oui, en effet, c'est vraiment une des missions premières du bouclier bleu. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, hein, le bouclier bleu, c'est un symbole international qui a été défini lors du premier protocole de La Haye en 1954, et c'était vraiment un symbole issu de la Deuxième Guerre mondiale et des pillages massifs et des destructions massives sur le patrimoine en Europe, et qui avait pour but de définir un symbole qui permette de protéger le patrimoine historique en cas de conflit. Et puis, à cette époque-là, il y avait donc un conseil international de personnes qui étaient consultées dans des cas de crise pour donner un avis et des pistes d'intervention éventuelles. En 1999, un deuxième protocole a été voté qui a acté le renforcement du bouclier bleu en termes d'institutions, et donc un comité international s'est créé, qui s'appuie sur 4 institutions professionnelles du monde de la conservation, donc, qui représentent les musées, les archives, les bibliothèques et les monuments et sites. Et à partir de ces 4 organisations groupées dans un comité bouclier bleu international, le protocole a acté la création de comités nationaux. Et donc, en fait, c'est que depuis 1999 que les comités nationaux s'intéressent de manière directe aux catastrophes naturelles. Le comité français, en particulier, a beaucoup axé son activité dès le départ sur la prévention et la gestion du risque naturel. Alors, plus que le justement, juste pour nous dire, combien de comités nationaux existent-ils du bouclier bleu? Alors, il y en a dans tous les pays? Il n'y en a pas dans tous les pays. En Europe, on est assez bien développé maintenant. On a une quinzaine de comités nationaux de taille variable. Et puis, dans le monde entier, il y en a à peu près une trentaine. Le dernier, je pense, créé, reconnu, est le comité du Liban. Mais ce sont... alors, très souvent, à l'international, évidemment, ils se développent surtout face au risque de conflit.
Et ils ont souvent une structure assez réduite qui est vraiment l'idée de comité du départ, c'est-à-dire de conseil, un petit nombre de spécialistes qui se groupent pour pouvoir être actifs et conseiller les autorités au bon moment. Et ce sont des professionnels du monde de la culture. Le comité français, on a pris une piste un peu différente, c'est qu'on s'est, à partir de 2006, surtout étendu en termes d'associations. Donc on a maintenant environ 250 membres, dont 80 institutionnels, collectivités locales, établissements culturels, un peu de tout. On a gardé un très fort ancrage professionnel de la culture, mais de tout type, bibliothèques, archives, musées, ce qui est assez atypique en France où on est très sectorisé. Et puis, on a développé notre action en tentant de mailler un peu territorialement, donc on a des sections locales. Et on s'est quand même toujours pas mal concentré sur le risque naturel. Et les sections locales, c'est une par région Alors, c'est pas du tout une par région. On a essayé de grouper. C'est un peu à géographie variable selon le terrain, en fait. La plus grosse section, qui veulent bien s'impliquer. Qui veulent s'investir, puisque c'est une association professionnelle. Donc, toute une partie, la majorité des membres sont des professionnels en activité. Donc, soit leur collectivité accepte qu'ils développent ces activités-là, le bouclier bleu, sur leur temps de travail, soit ils font ça en bénévole à l'extérieur. Dans les deux cas, effectivement, la charge de travail qu'ils peuvent absorber au titre des sections est assez variable. Donc on a une grosse section dans le sud-ouest qu'on appelle Pigarmed, puisqu'elle va quasiment de l'Atlantique jusqu'aux régions sud-est. Et puis on en a 4 autres, et qui selon les périodes et les personnes qui s'investissent sont plus ou moins actives. Mais elles ont un rôle très important dans le maillage territorial et dans la diffusion d'une forme de sensibilisation des collectivités. Alors, on va revenir peut-être au plan international, avant de revenir encore sur la France. Le rôle de l'UNESCO, finalement, dans ce travail, par rapport au Comité Bleu, c'est d'aider, c'est de prévenir les gouvernements, c'est de sensibiliser. Quelle est votre action au quotidien ? La première chose que l'UNESCO fait, c'est de créer des normes, des standards, et de promouvoir leur adoption, ratification et mise en œuvre par les États à tous les niveaux, central, local. Après, il y a une activité de formation. On organise beaucoup d'activités de formation pour justement aider les États à mettre en œuvre concrètement toutes ces règles, toutes ces pratiques qui sont dans l'esprit de nos conventions. Après, il y a aussi parfois des opérations, c'est-à-dire des projets, de véritables activités opérationnelles sur place. Bien sûr, l'UNESCO ne peut pas se substituer aux États, aux autorités locales, mais parfois, par exemple, en Irak, au Yémen, en Libye, au Mali, l'UNESCO est intervenu directement avec ses propres ressources et moyens pour aider les autorités dépassées par, disons, une situation de crise majeure à sauvegarder son patrimoine. Et il y a aussi un travail important de sensibilisation du grand public, les jeunes notamment, par les réseaux sociaux, par des campagnes, et aussi la communauté des experts. Et dernière chose que l'UNESCO fait notamment, c'est de travailler un peu comme un laboratoire des idées. On organise des événements, des conférences, des séminaires où on invite les experts, et aussi on essaie de mélanger justement le patrimoine, la prévention des risques, les philosophes, les autorités locales, pour que tous ces groupes se parlent et finalement comprennent qu'ils ont un intérêt à travailler ensemble. Alors, là, vous nous parlez souvent de terrains quand vous intervenez dans des terrains de guerre, puisque les pays que vous avez cités sont dans des périodes de conflit. Est-ce que vous intervenez également lorsqu'il y a des catastrophes naturelles plus traditionnelles, bien qu'elles le soient de moins en moins avec le réchauffement climatique, ou tout au moins plus d'amplitude, souvent plus forte? Absolument. Donc, par exemple, Haïti, après le tremblement de terre de 2010 et les autres catastrophes de 2015, mais aussi plus récemment au Népal, à Katmandou, quand il y a eu un tremblement de terre, en fait deux. Plus récemment, par exemple, on est allé à Rio de Janeiro, quand le musée national a entièrement brûlé. Donc, 3 jours après, on avait une mission d'experts sur place pour justement aider les autorités nationales et locales à faire face à cette catastrophe majeure. 20 millions d'objets
détruits dans l'espace de quelques heures, des débris à, disons, gérer. Il y avait déjà le bulldozer qui était en train de tout balayer, alors qu'il y avait encore des milliers d'objets sur place. Donc, vous voyez comment c'était important d'intervenir tout de suite. Cela, je le dis parce que souvent, on pense que quand il y a une catastrophe, tout est perdu. Tout est perdu, ou bien l'autre, disons, chose qu'on entend souvent, c'est que la culture peut attendre et que d'abord, il faut que, disons, les ingénieurs travaillent ou que les humanitaires, ce qui est tout à fait vrai. Bien sûr, la vie humaine, c'est la priorité de priorité, mais il est aussi urgent, souvent, de s'intéresser au patrimoine et à la culture en même temps, je dirais. Alors, donc, ce sont je dirais des formations un petit peu particulières. On va y venir, parce que, donc, en France, côté Bouclier Bleu, vous travaillez, comme vous le disiez, avec l'ensemble des professionnels de la culture. Donc, c'est assez bien irrigué, mais quel lien avez-vous avec les autres? C'est ce dont on parlait là, c'est-à-dire globalement, souvent, les services de secours, les gestionnaires de crise. Comment se passe ce travail de préparation et de prévention? Parce qu'avant la catastrophe, il y a surtout beaucoup de travail de prévention et de préparation. Oui, tout à fait. Alors, c'est une vraie question de fond pour nous. Et étant une association professionnelle, effectivement, dès très rapidement, dans les années 2000, on a tenté de s'ouvrir à nos collègues du secours. Donc, on a toujours eu un certain nombre notamment de membres des pompiers, qui ont joint l'association. On n'est jamais arrivé à stabiliser au sein de l'association les gens pour vraiment créer une synergie, un partage de vocabulaire, un apprentissage des méthodes communes. Mais ceci dit, on arrive sur plein de projets précis à être en relation. Ce qui s'est passé aussi dans le contexte français, c'est que tout d'abord, à partir des années 2000, le constat était clair du côté des professionnels de la culture. Personne n'avait de sensibilisation à la gestion des risques. Tout le monde croyait qu'il y avait quelque part, dans l'administration française, qui s'en occupait. Or, c'était la période où l'État a transféré massivement, notamment la maintenance des digues et tous les dispositifs anti-inondation aux collectivités locales. Maintenant, avec la GEMAPI, c'est encore pire. Alors, c'est encore pire, mais en même temps, maintenant, ça fait 10 ans qu'ils sont un peu accompagnés, moi, à l'époque, j'étais à Toulouse vers 2006, et le constat avec nos collègues de la ville de Toulouse, c'est que quasiment, on leur avait donné des clés et qu'ils n'avaient pas tout à fait mesuré l'impact de ce que ça voulait dire. Et à côté de ça, on avait des musées, des monuments en centre-ville, qui couraient du coup un risque dont ils n'avaient absolument plus conscience. Donc, nous, en tant qu'association professionnelle côté culture, on a commencé par sensibiliser nos collègues en leur disant monter des plans d'urgence. Et nos premières sections locales, elles avaient pour objectif que les locaux se rencontrent et s'assistent les uns les autres à construire leur plan d'urgence par établissement. Et très rapidement, on a été en contact avec les gens des SDIS, des cellules prévention-prévision surtout, pour trouver à quel endroit nos plans d'urgence d'établissement devraient s'articuler avec leurs plans à eux, et notamment dans les plans étarés. Donc on a commencé à travailler cette articulation. Établissement répertorié, donc tout établissement recevant du public se doit d'avoir ce type de plan. Et donc on avait trouvé à l'époque avec nos collègues du SDIS Haute-Garonne qu'en signalant dans le plan étaré qu'il y avait un plan d'urgence sur site, accessible, et que la première personne à contacter était le conservateur à tel numéro, on arriverait à gérer pas mal de choses. Donc cette articulation a commencé à se faire là. Et puis, elle a commencé à se faire aussi parce que les SDIS, à ce moment-là, ont dû faire face à une évolution législative qui disait qu'ils étaient en charge de la protection des biens, tout type de biens. Ça, c'était nouveau. Et ça, c'était nouveau. Le premier focus, et on touche vraiment cette question de sensibilisation politique, tout le monde, et surtout beaucoup d'élus locaux, se sont focalisés sur les biens industriels, protégeant l'emploi, empêchant l'usine de rouvrir. Et personne ne s'est posé la question sur la place vraiment des biens patrimoniaux, alors qu'ils représentent un impact économique important, comme vous le soulignez, et puis ils ne sont pas renouvelables. C'est une ressource non renouvelable. Là où une usine est assurée, peut éventuellement remplacer ses machines. D'ailleurs, si on parle d'assurance pour les biens culturels, il y en a très peu. Oui, alors la situation, je pense, est encore très contrastée. Il y a de plus en plus de collectivités qui incluent, quand il n'est pas trop important, leur patrimoine historique dans leur prime d'assurance. Oui. Sous quelle modalité? En fait, c'est souvent les services juridiques qui le gèrent sans contacter forcément leurs collègues du culturel pour évaluer vraiment quelle est la valeur des collections ou des bâtiments. Mais enfin, au moins, il y a parfois cette situation-là. Mais beaucoup de grosses collectivités ne pourraient pas payer les primes d'assurance et donc sont leurs propres assureurs, comme l'est l'État. Ce qui veut dire qu'en cas de destruction, c'est fini. Il n'y a pas de toute façon, la ressource est non renouvelable. Si on ne peut pas financer des restaurations à part le faire à très long terme, ça veut dire que la dégradation et la destruction va continuer. Et c'est peut-être aussi une bonne raison d'expliquer pourquoi politiquement le sujet est sensible. C'est-à-dire que très souvent, on balaye sous le tapis
Le fait qu'il y ait eu des choses détruites, parce que si on n'en parle plus, on en perd la mémoire très rapidement. La question s'est posée récemment avec les inondations de l'Aude, où nous avons demandé assez rapidement quel était le bilan sur les biens patrimoniaux, et nous sommes toujours attelés à la tâche, mais on a entendu, parce qu'on connaît le terrain, on a entendu des choses sur des archives impactées, mais on n'a aucun chiffrage et on n'a aucune communication des services de l'État pour dire il y a eu, ou peut-être ce pont qui a été détruit avait effectivement une valeur historique. Non, c'est un pont qui a été détruit. Ou bien il y a eu telle et telle commune détruite, leurs archives ont été perdues, et on sait par nos répertoires qu'il y a un Vétan qui était enterré en 1900. C'est pas à l'heure actuelle dans la culture française du tout de faire face à ce genre de réalité de chiffrage. Et je voudrais à cet égard-là rendre vraiment hommage à un musée qui a connu une grosse inondation récemment, qui est le musée Cocteau de Menton, qui a communiqué dans la nuit même sur le fait qu'ils avaient été inondés par une énorme vague due à une tempête exceptionnelle. Et ils ont communiqué tout au long des jours suivants, avec des photos où on montre le personnel en train de nettoyer. Et le sauvetage de la collection a pu vraiment se faire parce qu'ils ont communiqué très tôt. Alors, pour deux raisons, parce qu'ils avaient un coordinateur des opérations du côté des pompiers qui était formé à la protection du patrimoine en cas d'urgence et qui a donc su réagir très vite quand il a vu musée, site particulier, contactons les conservateurs et pensons à évacuer. Et puis, parce qu'ils ont fait cette communication très ouverte et très honnête, de dire oui, nos collections sont impactées à 90%, ce qui est énorme, et la gestion du sinistre se fait sur telle et telle série d'étapes. Mais c'est vraiment un cas exceptionnel en France. Des très gros travaux de restauration. Oui, mais le fait est que, communiquant très vite, ils ont eu des restaurateurs sur site dans les 48 heures quasiment. Et donc, évidemment, au niveau du tri des œuvres qu'on évacue, des premiers traitements d'urgence, il est évident, par exemple, en cas d'une inondation, il y a les collections mouillées, et puis il y a les collections en conditions d'humidité forte. Si on les évacue dès le départ, elles ne seront pas impactées. Si on les laisse dans un bâtiment pendant 2 semaines, qui est à 90% d'humidité, on a 100% de la collection impactée. Donc tout ça, ce ne sont pas des choses anodines. Et le réflexe qui est souvent de dire non, il ne s'est rien passé, et d'attendre 10 jours que les moisissures se développent et que la catastrophe soit vraiment patente, c'est vraiment un problème. Il y a eu, lors des inondations de la Seine, un musée qui a été impacté. Il y a quelques années, il y a eu le musée de Montargis. Je pense à Montargis, exactement. Qui était un cas vraiment d'école, puisque c'était un musée en cours de rénovation, donc avec des campagnes de restauration faites en vue de la réouverture. Ils n'étaient pas très loin de la réouverture, je pense. Mais leur lieu de stockage était dans le sous-sol, dans une zone qui est une zone de confluence de rivières, et donc dans une zone inondable par le fait. Et donc, effectivement, l'impact a été énorme. Ça a été aussi une leçon pour nous, côté bouclier bleu, puisqu'à l'époque, nous espérions être en état de monter des unités d'intervention et de pouvoir aider nos collègues de manière rapidement opérationnelle, et on n'y est pas arrivé. Donc la situation a été gérée quand même avec énormément de bénévolat, notamment de conservatrices, restauratrices qui ont coordonné un peu les chantiers. Mais ça a été une leçon, je pensais, pour le musée et pour les musées, qui ont bien compris que voilà, quand on fait ces choix de rénovation, les bâtiments tampons et les bâtiments temporaires de stockage doivent être vraiment choisis avec précision. Et pour le bouclier bleu aussi, ça a été vraiment un tournant pour nous dans la vision de ce qu'on pouvait faire à l'échelle où on est à l'heure actuelle. Alors, est-ce que lorsqu'il se passe comme ça des catastrophes, est-ce que l'UNESCO apporte son soutien aussi financier aux États pour les aider à sauver du patrimoine également? Ça dépend des États, bien sûr. Peut-être pas la France, qui est un pays, disons, développé, mais il y a des listes qui sont les listes des Nations Unies. On commence par les moins développés, après on remonte. Et l'UNESCO a bien sûr des mécanismes de aide. Par exemple, il y a un fonds qui s'appelle le Fonds d'urgence pour le patrimoine, qui peut être, disons, utilisé pour répondre immédiatement dans les 48 heures et pour envoyer, par exemple, des experts sur place. On a mis en place un roster, justement, qu'on va nourrir maintenant, avec, y compris le réseau du bouclier bleu, justement pour pouvoir mobiliser immédiatement l'expertise. Donc une espèce de task force que vous pouvez envoyer rapidement. Tout à fait. Donc on a, par exemple, répondu à l'incendie dont je parlais à Rio de Janeiro, mais aussi au tremblement de terre en Iran. Il y a eu des cyclones dévastateurs dans le Pacifique. Dernièrement, on était en Indonésie. Il y a eu un tremblement de terre pas loin de Bali.
et un tsunami dans l'île du Célébès qui a détruit complètement un musée. Et donc, on a envoyé là aussi une aide, non seulement pour faire un état des lieux, mais aussi pour reconstruire et pour mettre en sécurité certaines structures du musée. Et ce qu'on constate souvent, c'est que justement, il n'y a pas de préparation. Il y a peu ou pas d'inventaire, donc de documentation. On a dit que ce patrimoine était irremplaçable. Souvent, c'est le cas. Mais je voudrais quand même nuancer un petit peu cette affirmation, parce que d'une part, quand on dit que quelque chose est irremplaçable, justement, c'est plus difficile, par exemple, impliquer les assureurs. Parce que les assureurs, du moment qu'il n'y a pas de coût, de prix, ils ne veulent pas vous assurer. Deuxièmement, on a constaté qu'en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Qu'après les destructions, les communautés locales veulent reconstruire et reconstruisent avec ou sans l'aide internationale. Il y a des questions d'authenticité. Peut-être un manuscrit ancien n'est pas reconstruisable, mais un bâtiment, oui. Et donc, pour nous, en fait, on a essayé d'insister un peu moins sur ce caractère irremplaçable parce qu'effectivement, les gens souhaitent reconstruire parce que, comme vous l'avez dit, c'est une question de disons, reconstruire la base spirituelle, identitaire d'une communauté. Donc, c'est inacceptable de ne pas reconstruire souvent. C'est ce qu'on a vu. Donc, c'est pour ça, par exemple, que l'UNESCO, en ce moment, est en train de reconstruire le musée de Al-Nouri dans la vieille ville de Mossoul avec son minaret qui a été détruit pendant la guerre. C'est pour ça que l'UNESCO a reconstruit complètement les 14 mausolées de Tombouctou qui avaient été rasés. Donc, il y a eu des soucis par rapport à la façon dont cette reconstruction devait être faite. Et c'est pour ça qu'on a impliqué les communautés locales, les maçons, on a suivi les procédures traditionnelles, on a même mis en place des rituels de consécration de ce mausolée pour que les gens s'emparent de ce patrimoine, pour qu'ils revivent dans la communauté. Mais c'était hors de question de ne pas les reconstruire. Oui, c'est très important pour l'identité des communautés. Alors, je voudrais revenir à la France, parce que donc, finalement, on n'a pas de planification obligatoire en matière de prévention, je dirais, des bâtiments historiques. Vraiment, il n'y a pas une planification obligatoire aujourd'hui. Parce que l'État, il a déjà sa planification Orsec, ou il a sa planification, ses plans particuliers d'intervention face à tous les types de risques, naturels, technologiques, les bâtiments. Mais alors, on ne voit pas. Enfin, il y a quelques dispositions générales, mais il n'y a pas grand-chose. Les dispositions générales existent. Elles ont été un peu serrées dans les lois. Par exemple, la loi musée de 2004 inclut que les plans d'urgence et la gestion des risques doivent être intégrés au management des collections. Au niveau, par exemple, du ministère du Développement durable, ils ont intégré dans les derniers formes de plans de prévention du risque d'inondation la mention que les biens culturels sont concernés, de manière à ce qu'au niveau des phases de diagnostic, les collectivités soient conscientes qu'elles doivent le faire. Donc, on commence à avoir un tissu législatif sur lequel s'appuyer. Dans les faits, on parlait de l'isolement du milieu culturel par rapport souvent aux autres administrations. On se casse un peu encore la tête sur ce mur-là. Comment intégrer et articuler la sensibilisation des professionnels de la culture et leur faire comprendre qu'ils doivent solliciter leurs élus, rappeler que législativement, ils doivent tenir compte de leur site dans les plans d'inondation, par exemple, et puis construire au niveau, par exemple, des commissions inondation et de la constitution de toute la planification du risque inondation, comment donner les outils aux collectivités de faire les bonnes analyses de vulnérabilité quand on vient au patrimoine. À l'heure actuelle, c'est sur le papier. Dans les faits, qui est compétent pour faire une analyse de vulnérabilité sur une zone précise? Côté architecture, il y a effectivement déjà un peu des ressources, par les architectes des bâtiments de France, par exemple. Côté collection, c'est beaucoup plus diffus. Et on a encore beaucoup de choses à éclaircir pour donner les outils nécessaires à ce que ces analyses soient faites correctement. Ouais. Delphine, je crois qu'on a une première question. Oui, il y a une question d'un spectateur qui souhaite savoir s'il existe des exercices de simulation de crise, donc soit dans les établissements, les musées, ou même au niveau des pouvoirs publics.
Alors, pour la France, oui, il commence à y avoir de plus en plus d'exercices. Donc, il y a les très gros établissements, par exemple, font des exercices en interne sur lesquels ils communiquent rarement, mais qui existent. Le bouclier bleu, nous, on en est à notre 4e exercice de formation, toujours avec des gens des SDIS, pour un peu entraîner nos propres membres. Donc, oui, ça commence à exister. Opérationnels, à peu près Des membres opérationnels qu'on enverrait sur le terrain. Dans le sud-ouest, oui, je dirais qu'on pourrait avoir facilement une dizaine, une quinzaine de personnes que j'enverrais sans problème. Ils sont déjà intervenus d'ailleurs sur des archives, je crois, à Tarbes, sur la base du volontariat. Maintenant, ce qu'on essaie, nous, depuis ce qu'on travaille beaucoup, notamment cette année, c'est comment assurer un niveau de formation générale d'un certain nombre de nos membres pour pouvoir intervenir en expertise assez rapidement et éventuellement encadrer d'autres personnes sur ces questions-là. Donc oui, ça existe un petit peu. C'est encore en phase de développement. Il faut savoir qu'effectivement, les exercices, c'est des grosses opérations à monter. Hein. Ouais. Donc, alors, mais il y a eu non seulement des exercices, mais on se souvient de la crue de la Seine de 2016 avec quand même les évacuations d'un certain nombre de collections du Louvre et puis également du musée d'Orsay. Oui. Et puis d'autres musées, je pense, un peu plus oui, alors, en aval. Dans les zones aussi sensibles, effectivement, que Paris, il y a une coordination entre les gros établissements. C'est vrai que ce n'est pas des sujets sur lesquels ils communiquent beaucoup. Ils en ont, là, le Louvre, on a eu quelques images à l'époque de cette rue-là, en tout cas des belles boîtes en plastique et des collections emballées. Mais très longtemps, ils ont été dans une zone d'inconfort sur ces questions-là, notamment parce que le projet du Grand Louvre dans les années 80 avait situé toutes les réserves en sous-sol. Et donc, il y a eu une longue période où s'il y avait vraiment eu la crue centenale, là, on était dans une catastrophe intégrale. Les collections n'étaient pas évacuables en 72 heures. Maintenant, le risque commence à être géré, donc ils commencent un peu plus à communiquer là-dessus. C'est assez complexe de faire coopérer les collectivités entre elles. Par contre, au niveau des collègues en établissement, c'est pour ça que nos sections locales sont assez efficaces. Oui, les gens s'entraident et sont capables, dans le cas de Menton, par exemple, même s'il n'y a pas de section sur le bouclier bleu par là, ni de coordination formelle, très rapidement, ils ont contacté les musées, bibliothèques, archives des alentours pour voir ce qu'ils pouvaient récupérer en termes de matériel, etc. Et donc, c'est des choses qui fonctionnent quand même. Ça commence. Et dans les pays aussi développés, je pense notamment à l'Allemagne qui a eu beaucoup d'inondations dans la région de Dresde, là, ou d'autres d'ailleurs au Royaume-Uni aussi, il y a eu beaucoup d'inondations. Vous avez des lessons learned, comme on dit, des différents musées. Est-ce qu'il y a un partage international de ce savoir, je dirais, y compris dans les pays développés? Parce que là, on a parlé beaucoup des terrains de guerre, mais on a bien vu qu'il y a quand même beaucoup de biens culturels dans les pays développés, qui heureusement sont quand même plus sécurisés, mais qui sont quand même soumis à de nombreux risques, et notamment ces risques naturels, pas seulement d'ailleurs, mais beaucoup. Est-ce qu'il y a un partage au niveau européen, ou est-ce que, par exemple, à la Commission européenne, vous avez des liens? Est-ce qu'il se passe des choses? Tout à fait. Donc, d'abord, je voudrais citer le Japon, un pays exposé à beaucoup de risques naturels et aussi industriels, et où on a créé une chaire universitaire UNESCO dédiée à ce sujet. Donc, leur travail est d'intégrer toutes les leçons, disons, apprises par l'expérience japonaise. Il y a un jour au Japon, chaque année, c'est au mois de janvier, où il y a des simulations de catastrophes sur les sites patrimoniaux. Donc toute la communauté se prépare, aussi la population civile participe. C'est une sorte de tradition, non? À partir de 12 ans, par exemple, à Kyoto, autour de monastères. Les jeunes personnes reçoivent leur uniforme de cette association volontaire pour la protection du temple. Et donc, c'est assez intéressant. Donc, à travers cette chaire UNESCO, l'UNESCO organise chaque année des activités de formation où ces expériences sont disséminées. Et pour l'instant, il y a plus de 300 personnes formées dans cette chaire UNESCO, mais aussi dans d'autres pays. À l'Union européenne, vous avez parlé justement de l'Union européenne, on est en contact avec la Direction générale pour, disons, les urgences. DG ECO, donc la protection civile. On travaille, par exemple, en Italie avec
la protection civile italienne, qui est un département patrimoine culturel spécialisé justement pour la protection du patrimoine dans des situations de crise. Et on a utilisé leur expérience pour nos propres activités de formation. Donc ça, c'est très intéressant et quelque chose qu'on voudrait développer davantage. Très bien. Alors, en France, vous bénéficiez beaucoup de l'UNESCO ou vous avez des liens ou alors, pas directement, en tout cas pas à UNESCO France, tout sûr. C'est vrai qu'on a peu de liens avec les dans les faits. internationales. Ce qui se passe, c'est qu'il existe par exemple une formation internationale qui s'appelle Premier secours au patrimoine en temps de crise, qui a été organisée en Hollande l'été dernier. Alors, on parlait d'exercice, c'est un exercice en taille réelle avec la collaboration de l'armée hollandaise, donc ça, c'était assez... c'est très, très formateur. Mais moi, j'ai pu participer avec le soutien du Bouclier Bleu à cette formation en tant que stagiaire. Il nous faut développer de plus en plus, je pense, ce genre de partenariat. Il faudrait qu'à l'échelle européenne, il y ait de plus en plus de formations collectives. Dans cette formation, il y avait vous avez des financements européens là-dessus alors non, moi j'ai été soutenue par le Bouclier Bleu français, le Bouclier Bleu belge, un peu dans mon application. Il y avait des collègues d'Irlande, de Hollande et de Macédoine, avec qui donc, nous sommes toujours en contact. On sait que dans les sessions précédentes, il y a eu des gens de Géorgie, donc il y a un réseau premier secours qui essaie de se monter un petit peu de manière informelle au niveau européen. Et l'articulation de cette structure-là avec des comités nationaux du Bouclier Bleu ou des structures plus nationales, à l'heure actuelle, elle est vraiment, en voie d'apparition, espérons. Je voudrais rebondir là pour dire que ce même cours de formation que vous avez fait, on l'a reproduit maintenant déjà 2 fois, dans la dernière en Afrique, au Mali, à Bamako. Donc 30 professionnels africains ont pu en bénéficier. Donc on pense le refaire aux Caraïbes en 2019. Une autre région très affectée. Oui, c'est des régions très sensibles. Oui. Donc on met ensemble, disons, des professionnels du patrimoine et des professionnels de la gestion des risques, non, pour disons, essayer de les aider à réagir immédiatement. Honnêtement, on connaît assez bien le dispositif d'éco, et lorsque vous avez des modules dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, vous avez des modules sur tous les risques, mais vous n'avez pas encore un module. Aucun pays n'a proposé un module sauvetage du patrimoine. Vous voyez ? Donc c'est des opérations qui pourraient se faire. On a, je ne sais plus combien, une trentaine, si j'ai bonne mémoire, mais enfin de mémoire, une trentaine de types de modules, sauvetage des blêments, NRBC, potabilisation d'eau, enfin tout ce qu'on veut. Et donc des modules européens sont prêts à être envoyés d'un pays à l'autre, structurés, si vous voulez, de manière... Bon. Et ça n'existe visiblement pas. Donc il y a encore pas mal de travail à faire. Alors une autre question. Alors, une autre question d'un spectateur concernant le budget alloué au ministère de la Culture, notamment dans tout ce qui est préservation du patrimoine culturel. Apparemment, il est de 326 millions d'euros en 2019. Selon vous, est-ce assez, pas assez? Qu'est-ce que cela permet-il de faire en France? Je ne sais pas d'où sortent ces 326 millions. Si ça recouvre tous les types de patrimoine, si c'est un budget de la direction des patrimoines, global, je ne pense pas d'ailleurs, parce que je pense que rien que les monuments historiques sont peut-être au-dessus de ça. Au total, c'est 10 milliards. Le budget du ministère de la Culture, c'est 10 milliards, et il y a 326 millions d'euros apparemment alloués à la préservation du patrimoine culturel. Donc après, quel type de patrimoine? Exactement. Et quel type de préservation aussi? Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est un des vrais problèmes qu'on rencontre sur le terrain en France. Musées, archives, bibliothèques, sites et monuments, ce sont des professionnels qui sont formés en parallèle. Et une fois qu'ils sont en poste, formellement, ils n'ont pas forcément tant d'occasion que ça de se rencontrer et de se former les uns les autres ou de connaître les... et nous, on l'expérimente vraiment au Bouclier Bleu, connaître quelles sont les problématiques du voisin. Et donc, ça reproduit une division du ministère de la Culture qui est sectorisée comme ça. Et donc, la visibilité sur des projets transversaux, à l'heure actuelle, elle n'est pas possible. Enfin... Elle est très faible. Alors, c'est un des problèmes que l'on a en France, c'est le silo. On le connaît depuis très longtemps et on essaye, ici en tout cas,
d'abolir les silos. Vu d'une perspective internationale, si un pays a 326 millions d'euros par an pour la protection du patrimoine, c'est pas mal. C'est pas mal. Ceci dit, je pense que ça sert aussi probablement à la restauration. Je pense que ça doit être pas mal sur de la restauration. Oui, c'est ça. Et ça, voilà. Mais c'est pas forcément sur la prévention. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir le budget consacré à la préparation et à la prévention face aux catastrophes. Et c'est ça, justement, qu'on a du mal à chiffrer. Donc, si notre interlocuteur a les éléments, qu'il n'hésite pas même à intervenir en direct. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour le moment. Alors, on va revenir peut-être sur quelque chose qu'on a passé un petit peu rapidement. On a parlé de réponse opérationnelle. Moi, je voulais parler sur le long terme un petit peu plus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une catastrophe, le long terme, c'est la restauration parfois qui peut prendre des mois, voire des années. Est-ce qu'on a des exemples, je dirais, de catastrophes violentes au plan national ou international dont les travaux ont pu se poursuivre pendant des années pour arriver à réellement un effacement de la catastrophe, mais au moins une atténuation presque totale? Ben oui, il y a beaucoup de cas de reconstruction, oui. qui, disons, se sont déroulés sur des décennies, notamment, par exemple, pour la reconstruction de villes après des conflits armés. Par exemple, à Dresde, ils continuent de reconstruire le monument détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que Dresde avait été totalement rasé par une tempête de feu qui était équivalente à un bombardement nucléaire en termes d'effet. Exactement. Donc, disons, la reconstruction est toujours une démarche très complexe, très lente. Il faut que ça s'inscrive dans des politiques de long terme. Vous parliez du Japon. Le Japon a connu énormément de séismes. Il y a beaucoup de travaux de reconstruction systématique au Japon après les séismes. Donc, le Japon, c'est un peu un cas particulier parce que, disons, l'architecture, disons, à l'époque, c'était souvent avec des matériaux, disons, qui ne duraient pas longtemps, qui devaient être remplacés souvent, comme le bois. Donc, après la destruction de la Deuxième Guerre mondiale, la reconstruction a été faite avec d'autres technologies, donc du béton armé, etc. En tout cas, au Japon, on n'hésite pas à reconstruire un monument qui a été, par exemple, brûlé par des incendies. Il y en a souvent. Avec des technologies traditionnelles. Ils considèrent que le patrimoine, l'authenticité réside dans la tradition plutôt que dans la matière. Et que donc, si on reconstruit avec les mêmes méthodes, c'est exactement le même monument qu'on reconstruit. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est assez différent de ce qui se passe en Europe, mais très intéressant. En tout cas, oui, il y a eu beaucoup de reconstructions. Et d'ailleurs, on s'apprête en ce moment à reconstruire, par exemple, la ville de Mossoul ou Alep, en Syrie, presque entièrement détruite. Et on voit déjà les risques d'une reconstruction non réfléchie, où le caractère, le tissu urbain de la vieille ville serait, disons, complètement remplacé par une ville moderne qui n'aurait pas un lien avec la structure sociale et culturelle de la communauté. Ouais. Alors, côté français, est-ce qu'on a des exemples de grandes catastrophes et qui finalement ont été totalement restaurées sur le long terme? Est-ce qu'on a je pense qu'il y a une vraie question de perception, effectivement, de la valeur de ce qu'on reconstruit. Oui, alors surtout face aux incendies les plus brutaux, on reconstruit, on croise les doigts. Et le château de Lunéville, qui a brûlé vraiment jusqu'aux fondations, a été reconstruit. L'hôtel de ville de Paris a été reconstruit. Le château des Tuileries, le palais des Tuileries n'a pas été reconstruit, mais les pierres ont été gardées. Et il y a encore eu, il y a quelque temps, un peu d'agitation sur le fait qu'on pourrait reconstruire les Tuileries. Donc, c'est un peu... Il y a aussi en Bretagne, à Rennes... Alors, à Bretagne, il y a eu 2 incendies violents, mais un écomusée et un bâtiment de musée qui est dans une île qui s'appelle Tatillou. Autant on peut reconstruire un bâtiment et qu'au moins, en termes esthétiques, il puisse ressembler à exactement ce que c'était avant.
Effectivement, après, on peut s'interroger sur l'authenticité de ce qu'on a reconstruit, hein, mais autant sur des objets, c'est parfois un peu plus compliqué. Alors, ce qui se produit, et c'est vraiment un sujet important pour les questions de résilience, hein, c'est que l'objet endommagé, l'objet meurtri, peut devenir pour les populations un vrai symbole de renaissance, de renouveau, de réappropriation. Donc, c'est aussi pour ça que quand on dit qu'on a une catastrophe majeure, il faut prendre le temps d'intervenir, de récupérer ce qui peut être récupéré. Et parfois, des objets qui sont très lacunaires ou qui sont très endommagés sont... Rio, par exemple. Voilà, ça n'enlève rien à la valeur symbolique, en fait, exemple, pour la population. J'étais en Italie il y a 2 ans quand il y a eu un tremblement de terre dans la partie centrale du pays et qui a affecté beaucoup de petits villages. D'églises. Dans chaque village, il y avait l'église, il y avait donc des objets sacrés. Et la protection civile est intervenue pour mettre en sécurité une zone rouge. On a tout enlevé, on a transporté ces objets, des statues, des peintures. L'idée, c'était de les amener à Rome, dans le laboratoire de l'Institut pour la restauration. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que la communauté locale s'est opposée à cette démarche. Ils ont dit que ces objets devaient rester le plus près possible de chez eux. Donc, il a fallu mettre en place un espèce de pot de stockage et laboratoire de restauration créé de toutes pièces dans la ville la plus proche où les gens pouvaient venir de temps en temps voir est-ce que la Madone a-t-elle toujours en bonne santé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire les restaurateurs. Et il y avait même une salle, un peu comme une table, comme aujourd'hui ici, où les restaurateurs pouvaient expliquer à la vieille dame qui habitait à côté de l'église qu'est-ce qu'on aurait fait et combien de temps il fallait pour que finalement on puisse la retourner à l'église. Et ça, je trouvais très intéressant. Donc beaucoup de communication vers les habitants, vers la population. Aussi, d'une manière très cruciale, hein, on touche à la question du patrimoine immatériel. C'est-à-dire qu'en protégeant de ces objets endommagés, en travaillant sur les techniques qui auraient permis de les fabriquer et qui parfois permettent de les restaurer, on travaille aussi sur une dimension de patrimoine immatériel et du coup de rapport des populations à ces objets-là. Et ça, effectivement, c'est pas strictement dans les matériaux, mais c'est une part très importante. Et je trouve que c'est une part d'autant plus importante qu'elle permet de connecter parfois notre vision européenne du patrimoine avec des pays en voie de développement qui ont un rapport parfois encore, par exemple, très religieux à toute une partie de leur patrimoine, ce qui n'est plus le cas en France. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans la formation que j'avais pu faire l'année dernière de niveau international, c'est de remettre en place dans mon propre esprit qu'est-ce qu'on essayait vraiment de faire en phase de résilience sur ce patrimoine-là. Et ce qu'on essaie de faire à 99%, c'est de faire en sorte que les populations retrouvent un ressort pour se reconstruire, notamment par le biais de leur patrimoine, de leurs pratiques culturelles. Et tout ça se tient. Ce n'est pas les objets d'un côté, les bâtiments de l'autre, et puis les rites ou la manière dont on va emprunter un livre à la bibliothèque, le retour à la pratique culturelle. Hein. Oui, donc je voulais juste ajouter que c'est justement une question de droit culturel, le droit d'avoir accès et de pratiquer sa propre culture qui est important. Ce n'est pas juste la mise en sécurité physique du monument, de l'immeuble, parce que si on prive une communauté de l'accès, ça ne pourrait pas soutenir leur résilience, les aider à se redresser après la catastrophe. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce talk, puisqu'il nous reste quelques minutes. Moi, s'il n'y a pas d'autres questions, mais vous êtes encore invité, vous pouvez encore poser une question ou deux. Mais je voulais aller un petit peu vers le futur, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez un petit peu en ce moment, je dirais à la fois des pouvoirs publics, des différents acteurs du domaine pour progresser dans le secteur. Alors, on va peut-être démarrer peut-être par l'international et puis après finir par la France, mais qu'est-ce qui manque un petit peu pour aller plus loin? En France, je ne sais pas trop, mais disons, dans le monde en général, ce qui manque, c'est vraiment le développement d'une véritable culture de la prévention des risques dans le domaine de la culture, pour le patrimoine. Quand cette conscience aura été, disons, intégrée dans la vision du monde de décideurs, je pense qu'après, les choses à faire sont relativement évidentes et simples, et même pas très coûteuses. Par exemple, faire l'inventaire de sa collection,
c'est quelque chose qu'on peut faire relativement avec peu d'argent. Alors j'ai une question, est-ce que les GAFA, dont on parle beaucoup, aident dans ce secteur-là? Elles ont un rôle ou pas, ou peu? Il y a effectivement des initiatives qui se mettent en place, non, pour, par exemple, documenter le patrimoine avec des partenariats. Effectivement, la technologie a fait des progrès extraordinaires et cela permet des choses qui avant n'étaient pas possibles. Par exemple, avec les drones, on a pu documenter les sites archéologiques qui étaient encore sous le contrôle de l'État islamique pour voir s'il y avait eu de pillage. Non, ça aurait été complètement impossible il y a quelques années seulement. Mais il ne faut pas trop insister sur les nouvelles technologies parce que ça donne une excuse à tous les responsables de ne pas agir du moment que je n'ai pas la toute dernière version de l'iPhone. Donc, pour moi, ce sont des choses relativement simples avec un appareil photo. On peut déjà faire un bon inventaire de sa collection. Et c'est extraordinaire de voir combien de musées dans le monde, là je ne parle pas de la France bien sûr, mais je parle d'autres pays, qui n'ont même pas un inventaire. Et donc, toutes ces destructions, les inondations, les feux, etc., se passent et il ne reste rien. Ouais. Donc, encore un gros travail d'inventaire. Alors, côté français, je pense qu'il y a un peu deux chantiers importants pour nous, hein, qui sont un peu plus de connexion et d'investissement du côté des politiques. Nous sommes une association professionnelle, on travaille avec des CIS on est tous entre personnel technique et on ne voit pas à l'heure actuelle de personnes sur le plan politique qui prennent un peu une vocation d'ambassadeur, alors pas forcément strictement politique d'ailleurs, hein, mais d'ambassadeur pour dire oui, c'est important de protéger notre patrimoine en cas de risque majeur. Et oui, il faut sensibiliser les décideurs et donc les politiques au premier chef sur comment les intégrer. Et puis un autre chantier qui me paraît d'importance, on parle de résilience et de fait, on se rend compte qu'on a très très peu de données sur quel est l'impact réel dans les phénomènes de résilience du patrimoine culturel. Il y a tout un pan de recherche à développer ça va très concrètement de l'impact des traitements d'urgence sur les objets et sur les livres sur le patrimoine, pour voir si sur le long terme ça a été efficace, non efficace, on aurait pu faire mieux. Il y a très très peu de publications sur ces points-là. Et puis, sur tous ces chiffrages, combien d'objets impactés, combien de sites impactés, une culture un peu plus du bilan qui nous aide à construire aussi notre discours pour défendre cette cause qui, même si elle est inclue maintenant sur le plan législatif, visiblement n'est pas intégrée dans les esprits. Donc un gros travail encore de recherche, de documentation, de prise en compte. Mais vous avez raison, tant qu'on n'a pas de chiffres, c'est difficile de mobiliser des énergies. Donc c'est clair. Mais écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce talk. On a terminé un tout petit peu plus tôt aujourd'hui, mais je pense qu'il a été dense et intéressant. Je rappelle que, vous savez, le Haut Comité français pour la défense civile a changé de nom. Il s'appelle le Haut Comité français pour la résilience nationale. Alors, ce n'est pas encore dans tous les documents, mais ça va venir. Et pourquoi on a fait donc ce choix d'appeler le Haut Comité français pour la résilience nationale avec un petit nom court Résilience France? C'est parce que justement, nous pensons qu'il y a un gros travail à faire sur cette thématique de la résilience et de ne pas voir seulement la résilience organisationnelle, technique, celle que nous connaissons, c'est-à-dire globalement la prévention, la préparation, la gestion de crise, la continuité d'activité, la restauration pour votre domaine, mais également de prendre de ça beaucoup plus largement et imaginer le monde que nous aurons dans 5 ou 10 ans, à la fois dans son environnement, dans ses technologies, dans ses rapports sociaux, économiques et politiques, et de voir un peu qu'est-ce que l'on peut projeter dans le futur pour essayer d'améliorer justement la résilience globale. Et dans cette résilience globale, on a bien compris que le culturel avait une place importante puisque c'est notre identité derrière tout ça. C'est une identité à la fois locale, nationale, européenne et internationale. Et donc tous les pays ont besoin d'y réfléchir et d'y travailler. Donc je vous remercie de nous avoir suivis. Encore beaucoup de travaux et je ne doute pas qu'on aura d'autres thèmes à travailler avec Résilience France, le Bouclier Bleu et toutes les autres organisations, dont bien sûr l'UNESCO, sur ces questions-là. Je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne après-midi et un prochain talk. Bonne journée.